BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui est en train de se bâtir, se construire, faire de vous les contemporains du futur. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, donc chaque vendredi, et nos talents non fongibles, nos NFT, rien qu'à nous, ils sont là, ils répondent à l'appel de BFM Business. Claire Balva nous accompagne cette semaine. Claire est VP Stratégie pour Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne cette semaine. Thibaut Boutroux qui a fait le chemin depuis sa Moselle chérie pour rejoindre le plateau de BFM Business et BFM Crypto. Thibaut Boutroux pour Meria. Welcome Thibaut, ravi aussi de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine. On va le faire de façon efficace, dense, en 20 minutes. Mais d'abord, avant de parcourir l'ensemble des actus de la semaine, on va mesurer ce que les cryptos ont vraiment dans le ventre. Les cours des cryptos, le potentiel technique. Gilles Santacreux est avec nous, boursicoté.com. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver. Bon, on va démarrer. On parlera de l'Ether peut-être dans un instant, mais sur Bitcoin, tiens, quel potentiel pour la suite, voyez-vous ? Le Bitcoin, il est un petit peu décevant. Quand on regarde un petit peu l'ensemble de la sphère crypto, on peut noter, j'y reviendrai, mais un intérêt sur quelques cryptos qui sont bien montés cette semaine. Le Bitcoin, lui, il reste coincé sur sa zone des 96 000 $ pour un Bitcoin, ce qui est une zone de support qui a été testée à de multiples reprises cette semaine, et même les jours précédents. Et là où certaines news, notamment venant de Donald Trump, favorisent un petit peu certaines cryptos, eh bien le Bitcoin, lui, reste collé à cette zone de support, ce qui traduit un petit peu un manque d'allant par rapport à toute la dynamique que l'on a eue auparavant, notamment en fin d'année dernière. Et bien là, on ne voit pas encore un retour à un mouvement positif sur cette crypto-monnaie. Alors, toutefois, par rapport à la hausse qui a été enregistrée en 2024, la phase de consolidation horizontale dans laquelle on se trouve depuis le mois de novembre, donc grossièrement entre 92 96 000 $ et 107 000 $ pour un Bitcoin, nous indique qu'il n'y a que très peu de consolidation. Donc, on a effectivement des forces intrinsèques qui permettent au Bitcoin de rester sur ces niveaux, mais pas encore assez pour impulser un nouveau mouvement qui pourrait nous permettre de viser de nouveaux records. On a une déception sur certaines cryptos, notamment cette semaine, notamment sur l'Ether et sur Solana. Par contre, on a d'autres cryptos qui marchent relativement bien, le Litecoin avec un effet halving, et puis on a deux autres cryptos qui sont liés à des paiements transfrontaliers comme le Ripple et le Stellar, qui, elles, ont connu une très belle progression cette semaine. Voilà, donc ce que l'on peut dire. Donc grossièrement, ça va un peu mieux, mais pas pour tout le monde. Et on a quand même quelques cryptos qui restent coincés sur leur zone de support. Effectivement, après un sacré rallye quand même ces dernières semaines et mois, peut-être une pause, simple pause, ou peut-être une forme d'essoufflement. Cette question reste posée, on la pose chaque semaine à nos pros. Juste sur l'Ether, est-ce que vous voyez là, pour le coup, une dynamique un peu différente ou pas? Sur l'Ethereum, tant que l'on est sous la zone des 2600, 2800, c'est compliqué. Donc là, on est à 2007, on est dans un range qui a été une zone de neutralité. Mais grossièrement, il faudrait au minimum repasser au-delà des 2850 $ pour commencer à retrouver des signaux positifs. Mais là, on a plus l'impression d'être dans une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste baissière. Bon, après, faut relativiser les choses, parce que Gilles, s'il y a 6 mois, on avait dit que Bitcoin à 97 000 $, ce serait décevant. Si on l'avait dit il y a 6 mois, franchement, on l'aurait pas cru et vous l'auriez pas cru non plus. Enfin, c'est là qu'il faut quand même prendre effectivement. Et ouais, effectivement, donc au niveau, c'est ce que je disais, au niveau de la tendance globale, le fait d'avoir eu peu de consolidation nous indique que d'un point de vue moyen-long terme, ça reste solide, mais d'un point de vue court terme, on n'a pas de signal de rebond actuellement. Gilles Santacreux et boursicoté.com régulièrement à nos côtés. Alors l'actu crypto a été assez riche encore cette semaine, on va la parcourir ensemble au cœur de vos pros des cryptos. Et on va parler d'anonymat. Le Sénat pourrait bien vouloir bannir l'anonymat du segment crypto blockchain. Claire, qui est ici, a été auditionnée par les sénateurs cette semaine. Elle nous racontera sa plongée en eau profonde. La Banque Centrale Européenne et son geste pro-stablecoin, alors qu'on l'attendait sur l'euro numérique et qu'on l'attend toujours d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne fait un geste vis-à-vis des stablecoins. Les acteurs stablecoins pourront sans doute proposer leurs services de façon encore plus rapide et moins chère. Et c'est bien en Europe que ça aura lieu, on va aussi en parler. Et puis le quantique, tiens, est-ce que le quantique permettra de hacker vos codes d'accès aux cryptos? Oui, selon le patron de Tether, il pense que le quantique, avant de casser la sécurité des blockchains, permettra de retrouver avant tout les vieux codes pourris, les vieux codes oubliés, les vieux codes d'accès oubliés, avec évidemment des conséquences le jour où ça arrivera. On a encore un peu de temps néanmoins. On va en parler, nos pros des cryptos sont là, on est à vos côtés. Bienvenue à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, les pros, nos talents non fongibles, vous les attendez chaque vendredi. Claire Balva, donc bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Oui, vous avez plongé en eau profonde cette semaine, vous avez rencontré les sénateurs. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Pour Meria, au contact chaque jour lui aussi de ce marché crypto, votre corps à corps quotidien. Alors on va parler justement du potentiel, des grands enjeux, les cours qui dépendront aussi de l'avenir de la réserve stratégique américaine. On a vu passer ce chiffre cette semaine, tiens, on va peut-être rebondir dessus. Dans le cadre de cette réserve stratégique américaine, les États américains, les différents États pourraient acheter 23 milliards de dollars en Bitcoin. Vous l'avez vu passer ce chiffre, vous aussi, Thibaut ? Ouais, il y a deux sujets quand on parle des réserves de Bitcoin aux États-Unis. Il y a ce qu'on a tendance à regarder, c'est-à-dire les déclarations de Donald Trump et la réserve nationale finalement des États-Unis. Et il y a tout ce qui se passe en parallèle, qui est en fait ça a donné le signal aux États qui, eux, sont beaucoup plus agiles et sont déjà en train de se positionner. On a un certain nombre de propositions de loi qui ont été déployées pour que les États individuellement puissent constituer leur propre réserve. Chaque État aux États-Unis a sa réserve, donc puisse constituer sa réserve de Bitcoin. Et donc là, effectivement, il y a Van Eck qui s'est amusé à faire une analyse en prenant 20 propositions de loi et ils en arrivent à la conclusion que sur ces 20 propositions de loi, le cumul de Bitcoin qui pourrait être acquis par les États américains, on arriverait à 23 milliards de dollars. Alors, il faut mettre un peu de perspective puisque ça ne veut pas dire que s'il y a une proposition de loi qui est faite, qu'ils vont acheter, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter tout d'un coup, tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter que du Bitcoin, mais en tout cas, c'est intéressant. Et on pourrait même envisager que ce chiffre est sous-évalué puisque ça n'inclut même pas les fonds de pension. Ah oui. Et derrière, il y aura aussi sans doute les fonds de pension. Donc, on se dit, cette réserve stratégique, on est impatient de voir à quoi elle ressemblera, quels seront ses montants, de quel bitcoin disposera-t-elle, des bitcoins déjà à la disposition de l'État américain qui avait été saisi par la justice ou de nouveaux bitcoins. Tout ça nous apporte un certain nombre, en tout cas, d'informations. Les États américains, plus agiles, nous dites-vous, apportent déjà de premières pistes. Parallèlement, on a vu passer cette autre info, et alors là, c'est l'inverse. On parle de la réserve stratégique américaine en bitcoin. Là, on regarde les réserves des exchanges en bitcoin, et ces réserves-là, elles sont au plus bas. Comment l'interpréter, Claire ? Alors, elles sont au plus bas en nombre de bitcoins. Il faut quand même le préciser parce qu'on voit en parallèle le prix du bitcoin qui monte sur la dernière année, le nombre de bitcoins en réserve sur les exchanges qui baisse. Maintenant, si on regardait la réserve plutôt mesurée en dollars, par exemple, on aurait une stabilité beaucoup plus importante et on ne verrait pas une telle baisse. Mais quand même, ce que ça veut dire, a priori, c'est que pendant ce mouvement haussier, il y a des personnes qui vont acheter du bitcoin sur les exchanges et qui sortent ce bitcoin des exchanges et donc qui vont potentiellement l'envoyer vers des portefeuilles personnels. Donc on n'a pas des réserves qui seraient croissantes sur les exchanges avec une centralisation au niveau de ces acteurs-là. Il y a une autre explication, c'est celle des ETF qui aspirent beaucoup de liquidités et donc il y a un certain nombre d'investissements via des intermédiaires qui se font sur ces ETF plutôt que via des exchanges. Donc voilà, différentes explications, mais je serais pas très alarmiste sur ce point. Ça ne veut pas dire que les exchanges vont faire faillite ou qu'ils n'ont pas assez de Bitcoin. Le Bitcoin qui, alors c'est vrai, qui baisse un peu depuis quelques semaines, ça n'enlève rien à son attrait. Aux yeux de Stratégie, je dis Stratégie parce que c'est le nouveau nom de MicroStrategy. Stratégie a encore accumulé ces derniers jours des Bitcoins. Alors, attendez juste un instant là. Chris, notre réalisateur, veut intervenir. Vas-y Chris. Oui Guillaume. Chaque semaine, tu nous dis que Stratégie achète de plus en plus de Bitcoin et renforce son leadership. Ça ne les inquiète pas de ne pas être suivis ? Vous êtes toujours les seuls à renforcer autant. En fait, quand vous êtes seul et que personne ne fait comme vous, c'est peut-être aussi que vous vous trompez, non ? Ah, ça c'est une question rebrousse-poil de Chris. Elle est pour vous Thibaut, cette question. Stratégie un peu seule, c'est vrai, dans sa stratégie de sans cesse acheter des Bitcoins, le fait de ne pas être suivi par les autres, est-ce que c'est pas mauvais signe ? Bonne question Chris. Alors effectivement, donc Stratégie continue son accumulation de Bitcoin de manière assez agressive. C'est en ce sens où ils sont un petit peu seuls, c'est qu'avec ce niveau d'agressivité, effectivement, il y a personne qui rivalise. Par contre, il y a beaucoup d'institutionnels qui sont quand même en train de se pencher sur le sujet. On a un autre acteur au Japon qui est Metaplanet, qui vient d'annoncer une levée à 740 millions pour acheter du Bitcoin également. On a dans un autre registre, même si c'est pas tout à fait la même chose, on a Goldman Sachs qui a renforcé son exposition aux ETF, donc c'est pas tout à fait le même sous-jacent, mais en tout cas l'idée derrière est peut être vu comme similaire. Donc on a quand même une accélération côté institutionnel sur Bitcoin, mais effectivement MicroStrategy a sa stratégie et pousse le sujet à son paroxysme. Oui, pour l'instant, ils sont les seuls à en accumuler autant. Ils ne sont pas encore suivis. Hermès a publié d'incroyables résultats avec beaucoup de trésorerie. On aurait pu voir Hermès dire « Nous aussi, on va faire comme Stratégie et investir dans Bitcoin, faire une réserve en Bitcoin. » Non, ce n'est pas le choix d'Hermès.
je dis ça, c'est une plaisanterie, mais est-ce que quelque part Stratégie s'isole pas de plus en plus? Mais en fait, Stratégie, ils sont pas juste dans un petit investissement de diversification de leur trésorerie. Je veux dire, c'est une vraie réorientation stratégique qu'ils ont opérée pour devenir un ETF Bitcoin avant qu'il y ait des ETF Bitcoin et pour aujourd'hui devenir l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin et voilà, qui a complètement réorienté toutes ses activités sur Bitcoin et quelques autres technos comme l'IA. Donc, on ne peut pas comparer ça avec des entreprises qui vont investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. D'ailleurs, il y en a quelques-unes, ça reste minoritaire aujourd'hui, mais on voit quand même une tendance arriver. Mais effectivement, on n'imagine pas aujourd'hui d'autres entreprises se réorienter complètement et devenir un stratégie bis. Moi, ce que je trouve un peu plus inquiétant là-dessus, et qui commence d'ailleurs à faire jaser dans la communauté, c'est qu'il y a des personnes qui commencent à se dire attention, Stratégie est en train de prendre une place très importante, est en train même de s'endetter pour acheter du Bitcoin. Et le niveau de centralisation financière qui pèse via cette entreprise commence à potentiellement attirer des problèmes. Oui, mais en même temps, c'est ça qui leur a permis d'intégrer le Nasdaq 100, par exemple, de grossir. Tout à fait. Ouais. Donc c'est plutôt porteur jusqu'ici, mais voilà, l'importance de cette centralisation. C'est porteur pour eux. Est-ce que c'est porteur pour Bitcoin? C'est un autre sujet. Chris, elle était bien ta question. C'est ta libre antenne. Tu n'hésites pas à intervenir dans la suite des pros des cryptos quand tu le souhaites. Notre réalisateur en régie. On évoquera tout à l'heure l'anonymat, la possible remise en cause, figurez-vous, de l'anonymat dans les cryptos en France. Mais d'abord, vos interrogations sont prioritaires. Et cette question sur X d'un de nos fidèles, un follower de BFM Crypto, il s'appelle Callisto013 et il nous a envoyé cette semaine cette question. Claire, Thibault, vous allez pouvoir y répondre. Sa question donc, quelles sont, selon vous, les explications fondamentales à la fragilité actuelle d'Ether? Claire. Il y en a plusieurs. La première, alors je ne sais pas si elle est fondamentale, mais je dirais que c'est simplement la concurrence d'autres protocoles qui sont arrivés avec un peu moins de scrupules techniques. Alors je pense notamment à Solana, mais il y en a d'autres qui sont certes plus centralisés, certes on peut aussi dire qu'ils sont moins résilients, mais qui vont être beaucoup plus efficaces dans l'expérience utilisateur, dans la gestion des frais, dans la rapidité. Et donc Ethereum souffre de cette concurrence parce qu'Ethereum, du fait de probablement sa décentralisation et ses choix techniques, reste aujourd'hui un peu plus lent, un peu plus cher. La stratégie d'Ethereum, c'est de développer ce passage à l'échelle avec des surcouches. Vous savez, les fameux layer 2 dont on parle depuis longtemps dans cette émission. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à une multiplication de ces surcouches. Ce qui veut dire que quand vous déployez un projet sur Ethereum, vous devez en fait le déployer sur plusieurs choses. Vous devez le déployer sur le layer 1, donc Ethereum lui-même, mais potentiellement sur plusieurs layer 2 aussi. Donc ça complexifie vos démarches techniques quand vous voulez déployer un projet sur Ethereum. Et donc ça rend Ethereum finalement de plus en plus complexe. Et certains disent, mais en fait on a refilé la patate chaude aux différentes surcouches qui aujourd'hui doivent se débrouiller pour devenir techniquement performantes et pour qu'il y ait un grand gagnant parmi ces surcouches. Donc ça, je dirais que c'est la raison majeure. Et puis après, c'est un cercle vicieux. C'est comme on voit que l'Ether, le jeton, ne progresse pas. Il y a certaines personnes qui commencent à râler. On voit que, voilà, je ne veux pas dire qu'il y a une crise à la fondation Ethereum, mais il y a quand même des gens qui disent qu'il faudrait changer de direction. Oui, ça discute, oui. Voilà, donc on sent bien que ça discute et que tant que les choses ne seront pas tranchées, il y a une sorte d'incertitude qui plane sur cet écosystème-là. Ouais, ça ressemble un peu plus qu'on imaginait à une usine à gaz. Enfin, c'est un peu ça. En fait, il souffre de la comparaison avec Solana là-dessus, sur la simplicité. En fait, Ether est beaucoup pointé du doigt uniquement par son prix, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Ether est fragile parce qu'on regarde juste son prix, mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont penchés sur la roadmap technique et sur ce qui se passait derrière avant de poser cette question-là. Et aujourd'hui, Ether a un petit peu le courage, entre guillemets, à tort ou à raison, de rester en ligne droite avec leur roadmap et avec leurs convictions. Peut-être que ça leur portera préjudice à terme, mais en tout cas, ils ne veulent pas changer leur ligne directive pour faire plaisir à des gens qui détiennent tokens, pour permettre aux tokens de s'enrichir. Mais ça, on va voir ce que ça va donner par la suite. Il s'appelle Callisto013. Il nous a envoyé donc sa question cette semaine sur Ether. N'hésitez pas, comme lui, à nous adresser vos interrogations et questions sur le fil X, BFM Crypto ou encore sur LinkedIn. Vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi. On va parler, tiens, pourquoi pas d'Elon Musk. Il continue, Elon Musk, d'inspirer l'écosystème. Il a changé son nom d'ailleurs sur X récemment et les mêmes coins associés à son nouveau nom ont vu le jour. Et évidemment, vous l'aurez parié, vous vous en étiez douté, ces mêmes coins à son nouveau nom se sont
envolé tout de suite. Alors les meme coins, on va en parler. En termes de réglementation, les meme coins pourraient ne pas être réglementés et régulés. On sent qu'on va vers une régulation désormais plus claire aux États-Unis, mais pas pour les meme coins. Ça devrait sans doute, en tout cas, on lit des articles qui montrent que la SEC réfléchirait à ne pas les inclure à la future réglementation. Ça resterait donc un Far West. Ouais, on est sur une zone un petit peu grise et Donald Trump, en lançant son token, n'a pas simplifié l'équation, puisqu'on a d'un côté aujourd'hui une administration et notamment la SEC à qui on demande un petit peu des comptes sur ce sujet, où on voit bien que ça part un peu dans tous les sens, donc il va falloir statuer. Et en même temps, politiquement, c'est quand même très compliqué d'aller statuer contre les meme coins, puisque ça voudrait dire peut-être statuer contre l'administration, et on n'a pas forcément envie de ça quand on vient de nommer une nouvelle administration qui se veut pro-crypto et qui va plutôt dans ce sens-là. Donc la position aujourd'hui de la SEC, c'est plutôt de dire peut-être que les meme coins, c'est pas chez nous, ce qui permet aussi de responsabiliser un petit peu les autres organismes, notamment le Congrès, où on attend qu'ils prennent un petit peu plus de pouvoir et de responsabilité sur le sujet crypto. La réalité, c'est que c'est quand même la balance politique qui pèse très lourd derrière ça, et on essaye de gagner un petit peu de temps pour voir ce que ça va donner, mais on sait aussi que de par le Far West que c'est en train de venir côté memecoin, il va falloir à un moment donné prendre des décisions. Oui, vous en attendez. Une façon de responsabiliser les autres, voilà. Bon. Ici en France, il y en a qui prennent leurs responsabilités. Vous savez qui c'est ? Vous les avez vus cette semaine, vous leur avez parlé, Claire. Les sénateurs. La France est sur la carte mondiale de la tech, on l'a vu avec le sommet de l'IA, mais la France est aussi sur la carte mondiale de la régulation. Oui, on est même au cœur de cette carte-là. Et donc, le Sénat veut bannir l'anonymat dans les cryptos et les blockchains. Alors là, je comprends rien d'ailleurs, parce que ça émeut toute la communauté crypto. Mais pourquoi ça l'émeut ? Enfin, vous êtes les premiers d'ailleurs dans les pros des cryptos à nous dire chaque semaine que non, mais tout est traçable dans l'univers crypto. Bon, si les sénateurs veulent lever l'anonymat, ce ne sera pas un souci puisque tout est déjà traçable. C'est là que je ne comprends pas que la communauté s'émeuve. Vous avez parlé cette semaine aux sénateurs, ils vous ont auditionné, Claire. Comment vous les avez sentis ? Puis surtout, comment vous répondez à cette question ? Pourquoi se choquer d'une levée de l'anonymat ? Là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Guillaume. Au Sénat, il y a plusieurs commissions. Celle qui nous a auditionnés, c'est la commission de lutte contre la délinquance financière. Ce n'est pas celle qui a proposé les amendements pour l'interdiction des mixeurs ou des mélangeurs, qui sont effectivement des outils qui permettent de préserver un anonymat dans la crypto. Alors, ce n'est pas un anonymat complet, puisqu'on peut toujours faire un certain nombre de probabilités, et puis il y a des outils aujourd'hui qui démixent les mixeurs, mais ça permet quand même de garder un bien meilleur anonymat qu'en utilisant simplement du Bitcoin ou de l'Ether, puisque là, vous avez raison, les transactions sont traçables. Donc, ce que cherchait à faire le Sénat, en fait, avec notre audition, c'était pas tant débattre du bien fondé ou non de l'anonymat sur les blockchains, c'était déjà de comprendre de quoi on parle. Parce que quand vous êtes sénateur, vous avez 1000 sujets à gérer, et donc, vous n'êtes pas un professionnel des cryptos, et c'est bien normal. Et donc, voilà, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de les faire monter en compétence sur ce sujet, en leur expliquant que ce n'est pas un secteur qui est homogène, qu'il y a différentes cryptos, que c'est traçable, qu'il y a des entreprises, qu'on peut acheter du Bitcoin ou d'autres cryptos sur des plateformes d'échange. Enfin, des choses finalement assez basiques, mais qui n'étaient pas forcément connues de tous. D'ailleurs, on a fait un peu l'expérience avec eux. On a ouvert un portefeuille crypto en live pour leur montrer comment ça marchait, leur montrer une seed. Donc voilà, c'était vraiment une session d'acculturation. Et on a aussi quand même essayé de parler un peu des problèmes qu'on rencontre dans ce secteur. On a notamment parlé du comportement de certaines entreprises du monde bancaire qui refusaient d'ouvrir des comptes au secteur crypto. On a parlé de la réglementation qui avait peut-être des impacts positifs pour les utilisateurs, mais aussi des impacts négatifs sur l'industrie et sur la compétitivité de la France et de l'Europe sur ces sujets crypto. Voilà. Donc on a fait une session d'acculturation avec un certain nombre de messages politiques aussi qui, je pense, ont été bien reçus. Sur l'anonymat spécifiquement, on va voir ce qu'il en est. De ma compréhension, il n'est pas du tout sûr que les amendements et les propositions qui avaient été faites passent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très utiles en réalité. Les crypto-monnaies anonymes aujourd'hui sont déjà délistées des plateformes d'échange. Et puis quant aux mixeurs, en réalité, beaucoup de plateformes, même la plupart, n'acceptent pas les fonds qui proviennent de mixeurs parce qu'elles ne peuvent, par définition, pas les tracer. Donc l'utilité de ce genre d'amendement reste à mon avis très, très discutable. Oui, mais vous avez senti une forme d'acceptation vis-à-vis des cryptos, de vos arguments, une forme d'acculturation, plus une curiosité que des postures idéologiques vis-à-vis de ce qu'offrent aujourd'hui les cryptos? Oui, on a ressenti, mais ce qu'on ressent, vous savez, avec Alexandre, on fait des formations d'entreprise depuis une dizaine d'années. Donc
on a vécu un peu la même chose que dans les entreprises, c'est-à-dire à la fois une curiosité, mais aussi des préjugés. Mais voilà, tout ça s'entremêle. Et... Je serais curieux que vous fassiez la même à l'Assemblée nationale, parce que là, il y a certains partis qui sont beaucoup plus représentés qu'au Sénat, et je ne sais pas comment. Ce sera intéressant. En tout cas, vous nous en ferez part. Vous avez fait une première plongée en eau profonde cette semaine, et s'il y en a une prochaine session à venir, on sera curieux d'avoir votre témoignage. Cette levée de l'anonymat, on va en parler aussi au cœur de la question crypto qui claque, les amis. Parce que chaque semaine, on pose cette question embarrassante à la communauté crypto, et Claire et Thibaut, vous allez devoir aussi y répondre. Êtes-vous prêts ? On est prêts. Ils sont prêts. Voici la question crypto qui claque cette semaine. Crypto, blockchain, la levée de l'anonymat convaincrait-elle les institutionnels de s'impliquer davantage ? Oui ou non ? Faudrait-il, lever l'anonymat pour que les institutionnels prennent définitivement confiance dans ces outils ? Vous avez un instant chacune pour répondre, bien sûr, et vous tous aussi, n'hésitez pas à participer sur le fil X BFM Crypto et nous laisser vos arguments en commentaire. Chacun de vos arguments compte et on essaie le vendredi de rebondir dessus. Thibaut, est-ce qu'une levée de l'anonymat convaincrait les institutionnels de s'impliquer davantage ? Non. Claire ? Moi, je pense que oui, mais que c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Là, il y a match. Vous êtes 100% contre la levée de l'anonymat, et même une levée de l'anonymat ne convaincrait pas plus institutionnels de... Non, mais en fait, je pense que c'est pas ça qui intéresse les institutionnels aujourd'hui. Les institutionnels qui n'y vont pas, c'est pas pour cette raison, et je pense pas que ce soit un argument suffisamment intéressant pour eux pour leur dire d'y aller. S'ils n'y vont pas, c'est qu'ils ont d'autres raisons de ne pas y aller. Ça pourrait effectivement permettre de changer peut-être certaines idées reçues qu'il y a sur l'écosystème, et à ce moment-là, beaucoup n'y vont pas pour aussi des raisons de communication et d'incompréhension de la part d'autres acteurs, donc ça pourrait aider dans ce sens-là, mais je suis pas sûr que ce soit l'élément déclencheur qui fasse que tous les institutionnels y aillent. Alors que Claire pense que oui. Moi, d'expérience, j'ai effectivement l'impression qu'il y a un gros frein réputationnel en fait, sur le sujet crypto, et que ce frein réputationnel, il est en grande partie, pas que, mais en grande partie lié à une réputation sulfureuse de financement d'activités illicites, d'opacité, etc. Alors, à tort ou à raison, bien sûr, mais en fait, lever l'anonymat, je pense que ça rassurerait pour de mauvaises raisons certaines institutions. Et donc, ça leur donnerait un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les transactions, et que c'est quelque chose qu'ils ne refuseraient pas. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut lever l'anonymat. Ouais. Alors, on va regarder vos réponses à vous tous sur notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Crypto. Faut-il, selon vous, lever l'anonymat pour convaincre davantage d'institutionnels d'investir ? Vous dites non. À 63%, c'est non. Ouais, la question, c'est pas faut-il lever l'anonymat, hein. La levée de l'anonymat convaincrait-elle convaincrait-elle les institutionnels de s'impliquer davantage ? Effectivement, vous avez raison, Claire, de corriger. Et donc, à 63%, vous pensez que non, la levée de l'anonymat ne suffirait pas à les convaincre de s'impliquer davantage dans les cryptos. N'hésitez pas, vos arguments comptent, laissez-les nous aussi en commentaire. Et pendant ce temps, la BCE fait un geste favorable aux stablecoins. On l'attend sur l'euro numérique. En attendant, elle consent, la BCE, un geste favorable aux stablecoins. Alors peut-être que je gonfle un peu le truc là, mais vous allez nous expliquer. Les fintechs et prestataires de services non bancaires pourront accéder directement au système de paiement des banques centrales, sans passer par les banques, et c'est ça qui est important. Est-ce que ça va aider les acteurs des stablecoins à davantage se développer du coup, Claire ? Malheureusement, Guillaume, je pense que vous gonflez effectivement un peu le truc. Un peu gonflé, bon, voilà. Pour moi, J'avais senti, j'ai vu vos regards à l'un et l'autre, je me suis dit, oh là, t'es peut-être en train de survendre le sujet. Pour moi, c'est même une tentative de la part de la BCE de rendre ces systèmes de paiement actuels plus compétitifs face à l'arrivée de potentiels stablecoins qui ont une technologie plus compétitive que ces systèmes de paiement. En fait, aujourd'hui, les systèmes de paiement de l'eurosystème, donc des banques centrales, ne sont autorisés que pour les banques. Et donc, il faut avoir effectivement des licences bancaires pour accéder à ce type de service. Et là, ce qui va être fait, c'est que d'autres fintechs qui n'ont pas de licence bancaire, mais qui ont par exemple des agréments liés à la monnaie électronique ou d'autres types d'agréments sans être carrément des banques, vont pouvoir accéder à ces services-là. Et donc, ça va leur permettre d'être plus compétitifs et ça va créer plus de concurrence sur le marché. Mais là, on n'est pas en train de parler de systèmes de paiement qui utilisent des stablecoins, hein. On est en train de parler des systèmes de paiement de l'euro sur les infrastructures classiques, traditionnelles, sur lesquelles circule l'euro aujourd'hui. Qui peuvent fonctionner très bien, hein. C'est pas la question. Mais c'est autre chose que les stablecoins. Oui, c'est ça. Elle ramènerait les stablecoins vers la case BCE et donc vers l'euro. C'est un peu ça l'idée. Oui, d'accord. C'est un peu plus subtil, effectivement. Bon, on suit ça, c'est intéressant. Et sur l'euro numérique, on en est où, là ? La Banque Centrale Européenne, on a des nouvelles ? Non, rien de neuf, a priori. J'ai rien vu passer. J'ai pas rien vu passer non plus. Ouais. Et donc, ces stablecoins qui pourront accéder directement à la BCE sans passer par les banques, eh bien,
ce ne sera pas une concurrence à l'euro numérique. Au contraire, ça les ramènera au bercail quelque part et à la Banque Centrale Européenne. Intéressant. C'est vos pros des cryptos, l'analyse de l'actualité de la semaine chaque vendredi. Stablecoin, des stablecoins on parle, des stablecoins on va continuer de parler. Sont-ils l'avenir des monnaies? En tout cas, on les voit continuer de monter en puissance, les stablecoins, et dans cet univers des stablecoins, l'USDC assoit son leadership. C'est vraiment attrape-moi si tu peux, mais personne n'arrive à rattraper l'USDC. L'USDC vient même face aux autres stablecoins, Thibaut, de battre un record de capitalisation. Ça y est. Ouais, alors USDC a effectivement atteint un record de capitalisation, un peu plus de 56 milliards. Alors personne n'arrive à les atteindre. En réalité, ils sont pas premiers. Ils sont encore très très loin derrière USDT. USDT aujourd'hui, la capitalisation c'est un peu plus de 140 milliards. Donc même si effectivement USDC gagne de part des marchés et progresse sur la capitalisation, on est à plus de 30%, je crois, sur le début d'année. Sur les parts de marché, je crois qu'ils étaient un peu moins de 20% il y a un an. Ils sont autour de 25%, mais USDT domine encore très très largement la partie. Et on a les projecteurs qui sont sur USDC, surtout en Europe en ce moment, puisque USDC, le bon élève, c'est celui qui est régulé en Europe, c'est celui qui respecte la réglementation, c'est celui qui joue ce jeu-là. USDT le joue un petit peu moins. L'USDC avait peu de place dans la DeFi, commence quand même à en gagner. Ils ont intégré beaucoup de nouvelles chaînes, donc ils commencent à prendre des places dans la DeFi. C'est ça aussi qui fait que la capitalisation a progressé. Donc ça c'est un point intéressant. Donc la bataille des stablecoins est en train d'être menée. Pour l'instant, elle est encore très largement à l'avantage de l'USDT. Oui. Et on va avoir beaucoup d'autres stablecoins qui vont venir émerger. On ouvre un volet justice. Ça vous dit? Allez! Non, là. On va ouvrir un volet justice, mais en douceur. Voilà. On ouvre en douceur ce petit volet justice. Dans vos pros des cryptos, le vendredi, il y a toujours effectivement un petit volet consacré au procès, parce qu'il y en a quelques-uns des procès dans l'univers des cryptos. Et ce signe de mansuétude, puisqu'on est donc dans une entrée en douceur dans cette partie justice, ce signe de mansuétude américaine vis-à-vis de l'écosystème. C'est une forme de massage là, que les Américains sont en train de faire à l'écosystème crypto, et ça continue. Par exemple, vis-à-vis de Binance, la SEC pourrait apparemment abandonner, Claire, ses poursuites contre Binance. Alors, pour l'instant, c'est plus une mise en pause. C'est une mise en pause parce qu'il y a des groupes de travail qui réfléchissent à la réglementation actuelle aux États-Unis. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens de continuer des poursuites, alors même qu'il y a des réflexions sur la réglementation qui est très peu claire, en fait, aux États-Unis. Comme il y a eu un changement politique aussi en ce début d'année, on peut imaginer que les conséquences de la réglementation changent le résultat des poursuites qui sont faites à l'encontre de Binance. Donc voilà, disons qu'on suspend ces poursuites, oui. Le temps de la réflexion, le temps du cadrage réglementaire, et que peut-être qu'elles reprendront après ou pas, selon les résultats. C'est comme un massage, ça ne dure jamais plus d'1 heure. Ou alors sinon, il faut payer plus. Bon, bref, on n'est pas aux États-Unis. Ça n'empêche pas tout cela, puisqu'on parle de Binance, ça n'empêche pas CZ, l'ancien boss de Binance, de critiquer, lui, ses successeurs. Eh oui, lui, il se laisse aller. CZ s'est lâché ces derniers jours. Il se laisse aller à 2-3 critiques sur la politique de ses successeurs. Thibaut, CZ s'est exprimé cette semaine sur le nouveau Binance, celui auquel il n'appartient plus. Ouais, celui auquel il n'appartient plus. Alors, il est toujours plus ou moins lié à Binance. Il a encore cette étiquette. Et effectivement, alors il a une critique. Il a surtout commenté, notamment un sujet autour du listing. Donc, quand on a des nouvelles crypto-monnaies qui vont être distribuées sur un exchange. Et donc, il a critiqué un petit peu ce process qui était aujourd'hui plus trop adapté, dans le sens où quand Binance annonçait un nouveau listing, il se faisait quelques heures après l'annonce, et que pendant ce temps-là, on avait le marché qui s'agitait sur les DEX, donc dans l'environnement décentralisé, et que ça créait de la spéculation et jouait un petit peu à la fois contre les utilisateurs, et en même temps, quand le token était listé sur la plateforme, généralement on avait un effet de ce qu'on appelle de dump, où en fait les tokens étaient massivement vendus, et donc c'était pas forcément bon pour les projets, un peu risqué pour les gens. Ça restait profitable pour Binance, puisqu'à partir du moment où il y a de l'activité de trading, et les exchanges y trouvent leur compte. Mais voilà, c'est un petit peu ça qu'il a pointé du doigt. Après, le listing, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, donc il a aussi avoué qu'il n'avait pas forcément de solution pour régler ça, donc ça reviendra sur la table plus tard. Ouais. Et puisqu'on est dans le volet justice, on termine parce que la SEC s'était fait, on s'en souvient, on en avait parlé ici dans les pros des cryptos, elle s'était fait hacker son compte il y a quelques mois, et son compte officiel à la SEC avait annoncé avec plusieurs jours d'avance l'approbation des ETF Bitcoin. C'était un hack. Eh bien, le procès a démarré, Claire.
Oui, alors c'est surtout l'occasion de se rappeler cette histoire qui avait beaucoup fait parler et qui devient une légende presque surtout sur Twitter en fait, dans le monde crypto. La personne qui effectivement est accusée a plaidé coupable. On ne sait pas s'il en a profité ou non. Donc bon, il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire, mais voilà, c'est probablement juste un hacker qui avait piraté le compte de la SEC. On va voir surtout quelle sera sa peine. Je pense qu'il bénéficie d'une sorte de soutien populaire dans la communauté crypto aujourd'hui. Voilà, affaire à suivre. Oui, ça avait fait un peu monter le Bitcoin, en effet, à l'époque. C'est pour ça que vous dites, on verra, on ne sait pas s'il en a profité au sens... oui, voilà. c'est ça. On pourrait supposer que la personne qui a fait ça avait acheté des Bitcoins et puis les aurait revendus au top. Ouais. Bon, à voir, on verra comment se déroule ce procès. En tout cas, il plaide coupable et c'est l'info de la semaine. Merci à tous les deux, Claire Balva pour 2 blocs et Thibaut Boutroux pour Meria. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau des pros des cryptos. À retrouver, bien sûr, tout au long du week-end, notamment sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Lundi, 15h, même endroit, même heure, vous retrouverez Sandra Gondouin. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.